monde ici présent comprend ces objectifs. Et d'accord, tout le monde est d'accord avec ces objectifs. Mais je tiens à souligner la chose suivante. Chez nous, en Russie, il y a très peu de pays comme nous dans le monde entier, et je ne parle même plus de nos voisins à l'Occident, parce qu'ils n'auront plus rien bientôt. Chez nous, en Russie, nous avons tout, et je le répète, et je le souligne, tout pour pouvoir renforcer notre potentiel, et nous allons le faire sans aucun doute, sans concession aucune. Et donc, contrairement à tous les autres pays, nous avons notre potentiel technologique, notre potentiel en termes de personnel remarquable. Et nous allons utiliser ce potentiel sans compromettre le social, le côté social et le domaine social, les garanties sociales, et sans compromettre notre économie. Tous les projets dans le domaine social, toutes nos missions perspectives et tous les projets seront réalisés. Voilà cette intervention attendue de Vladimir Poutine. Alors on a eu la première partie bien évidemment où il y avait une expression directe parce qu'il s'exprime devant 15 000 hauts gradés. L'idée c'était de faire un bilan de 10 mois de guerre et surtout les perspectives de cette armée pour l'année à venir. Il a parlé de renforcement des armées, il a parlé de nucléaire, il a parlé de l'OTAN, il a parlé de cette guerre et il a parlé, comme d'habitude, Jean-Éric Brana, que on lui veut du mal, on veut du mal à la Russie et qu'il y a toujours autant de nazis en Ukraine. Bref, on a retrouvé du Poutine comme on le connaissait. Oui, on a envie de se dire 10 mois qu'on a arrivé là, qu'il n'y a rien n'a changé. On remet une pièce dans la machine et on repart comme avant en expliquant désormais que la guerre est un peu plus large puisqu'il y a bien sûr tous ces ennemis du côté de l'OTAN et l'OTAN est clairement visée aussi. Moi j'ai eu un mot en l'écoutant, j'ai dit pathétique, puisque effectivement on ne tire aucune leçon de ce qui a pu se passer et on essaie comme il l'a dit, les Ukrainiens ont eu leur cerveau lavé. Il s'agit bien sûr de laver le cerveau de ceux qui l'écoutent et de réécrire l'histoire à sa façon, sans tirer aucune leçon. Ça nous prouve en tout cas que cette guerre, comme tout le monde le dit et le répète depuis le départ, va être très longue. Puisque quand quelqu'un est à ce point-là bloqué sur ses idées et ne veut pas renoncer d'un iota et au contraire continuer. Vous avez raison, hein, et qu'il annonce le renforcement de l'armée, le renforcement de l'arsenal nucléaire encore une fois. Et ce qu'on disait tout à l'heure ensemble, mais je vais vous laisser continuer bien évidemment, c'est que l'Ukraine n'existe pas. Alors, on sait qu'il y a des nazis bien évidemment, hein, grâce à Vladimir Poutine, mais on a le sentiment qu'il est en guerre contre plus c'est l'OTAN et les États-Unis. C'est vrai que moi je trouve qu'il y a un aspect de monde parallèle en fait, parce que la même semaine, on a Emmanuel Macron qui redit sa disposition à prendre en compte les garanties de sécurité de la Russie. En début de semaine, on avait Kissinger qui alors lançait un plan de paix, qui est une possibilité. Et là, on a Vladimir Poutine qui revient sur finalement un discours qui rend quand même difficile d'imaginer un compromis, parce qu'il est dans une dimension tellement parallèle par rapport à ses propositions concrètes, de référendum, de partage, de compromis. On ne voit pas très bien où est la porte de sortie quand on a un discours aussi radical d'un côté et des propositions qui sont contestables de l'autre, mais qui sont quand même ancrées dans la réalité. Là, on a l'impression de deux réalités parallèles qui s'ignorent. On est toujours dans cette stratégie de victimisation, Darius. Oui, avec un complexe d'assiégé qui est évidemment très frappant. Et la journée va marquer encore plus ça, parce qu'on aura vraiment les deux mondes. Le monde américain, le monde de l'Ouest, avec Volodymyr Zelensky à Washington, et cet autre monde où l'idée qu'ils sont assiégés est très forte. Pas seulement d'ailleurs chez Vladimir Poutine, chez un certain nombre de Russes. C'était frappant de voir Vladimir Poutine là remonter à 2014, le moment où l'Union européenne envoie à Kiev ces trois représentants, le français, l'allemand et le polonais. Et un polonais à Kiev pour les Russes, c'est l'ère d'influence russe, c'est vraiment le chiffon rouge. Et pour les Russes, pas seulement pour Vladimir Poutine, pas seulement pour son pouvoir, mais pour une grande partie des Russes, pour ce qui est, à leurs yeux, leur ère d'influence.
Envoyer un Polonais, envoyer une Union européenne, c'était évidemment une forme de défi. Et on revient au débat qui existe dans la société, y compris française, depuis très longtemps, c'est est-ce qu'on a été trop loin dans, disons, la provocation, ou est-ce qu'au contraire, c'est le droit souverain des Ukrainiens de faire ce qu'ils veulent et d'adhérer à l'OTAN et d'adhérer à l'Union européenne en pleine souveraineté. Ce double discours que l'on a suivi ensemble en direct de Poutine, vous avez un président Poutine, chef des armées, qui s'adresse à ses militaires, qui parle de renforcement de l'arsenal nucléaire, qui dit qu'il y en aura un peu partout, qui sermonne, qui avoue quelques, non pas des échecs, je reprends le mot, quelques faiblesses bien évidemment. Et puis vous avez cette deuxième couche où là il reprend la parole et on a l'impression que c'est un discours qui s'adresse alors à son peuple peut-être, au monde entier très certainement, et comme vous l'avez noté, au moment même où on attend une visite historique, on attend un discours qui risque d'être un discours historique, celui de Zelensky. Poutine s'est adapté à cette journée? Peut-être avec Medvedev en Chine, parce qu'en plus il y a cet autre moment assez étonnant d'ailleurs, mea culpa, beaucoup de commentateurs qui disaient Medvedev est fini, il n'existe plus, on voit prudence, souvent ceux qui parlent ne savent pas, ceux qui savent ne parlent pas. Medvedev joue quand même un rôle, puisqu'on l'envoie en Chine, c'est quand même pas rien, voir Xi Jinping, et il y a vraiment effectivement dans le déroulement de la journée, alors à quel point est-ce que c'est scénarisé de part et d'autre, c'est difficile à dire, mais il y a un face-à-face des deux mondes qui est évidemment saisissant quand on voit ce qui se passe là à Moscou et ce qui se passe à Pékin. Lauriana Agnac, comment vous analysez, comment vous voyez cette journée, d'un côté ce Poutine qui fait cette réunion militaire dans un monde assez ancien, assiégé, dit-on, et Volodymyr Zelensky qui arrive en grande pompe à la Maison-Blanche ce soir? Poutine est enragé parce que, évidemment... Enragé, oui, c'est le mot. Parce que pour lui, évidemment, l'Ukraine, c'est à lui. C'est la Russie, c'est le berceau de la Russie pour lui. Et il ne voudra pas abandonner. Pour lui, c'est vraiment indispensable d'avoir cette aire d'influence. Et je dirais même que dans sa tête, ça ne s'arrête pas à l'Ukraine. C'est vraiment, il veut envahir l'Europe. Ça a d'ailleurs été démontré dans les thèses de Dugin, son bras droit idéologique. On peut s'y intéresser, il le dit très clairement. Le but de la Russie, c'est d'envahir l'Europe et ensuite le monde. C'est écraser les États-Unis et prendre leur place pour influencer le monde entier, mais d'une manière beaucoup plus oppressive et beaucoup plus sournoise. Alors, Poutine, qui a dit à ses troupes que cette guerre continuerait, qu'il avait assez de conscrits, qu'il lui restait encore 150 000 hommes à envoyer sur le terrain. Et Poutine, mais pas que lui d'ailleurs, parce qu'on l'a noté depuis une semaine, il y a cette petite musique qui résonne au Kremlin. En fait, cette guerre, c'est pas nous et c'est pas de notre faute. Écoutez le président. Toutes nos tentatives de normaliser nos relations ont échoué, n'ont pas été efficaces. Et je tiens à le répéter, ce n'est pas de notre faute. Et je le dis de façon responsable. Nous avons toujours cru que le peuple ukrainien, c'est un peuple fraternel. Et nous continuons à le penser. C'est une tragédie, c'est une tragédie commune. Comment on interprète ces mots? C'est le choc de deux empires, n'est-ce pas? Et l'Ukraine sera forcément sous une ère d'influence ou sous une autre. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'il ne perçoit pas ce qu'est la société ukrainienne, avec sans doute une immense majorité des Ukrainiens qui s'est déjà beaucoup occidentalisée, qui regarde vers l'Ouest, qui reviendra plus jamais vers l'Est. Et au fond, son échec, il est inscrit là. Les Ukrainiens ont envie de vivre davantage comme des Américains que comme des ex-soviétiques. Et ça se voit dans tous les reportages que nos envoyés spéciaux, dont toi, ramène évidemment. Et ça contredit exactement son constat.